Quelle analyse faites-vous de la situation qui se présente aujourd'hui en République démocratique du Congo? La situation est grave. La situation de notre pays est grave. La situation de la province du Kivu, dont je suis de toute façon originaire, est très grave. Nous ne pouvons que déplorer, mais c'était tout à fait attendu. Cette situation était attendue depuis des années. C'est-à-dire qu'on savait que la manière dont le gouvernement et surtout la manière dont Kabila est en train de diriger ce pays était de telle façon que ça allait aboutir à cette situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon cher ami? Pour le moment, la situation de notre pays nous oblige de sortir de ces silences ou de ces mutismes. Cette situation nous oblige, pour le moment, non seulement de parler, non seulement de manifester ou de marcher comme nous le faisons encore aujourd'hui, mais d'agir, d'être non seulement des gens, entre guillemets, qui ne font que parler, mais d'agir, de passer à l'action. Estimez-vous réellement que le Rwanda est derrière le M23? Non seulement le Rwanda est derrière le M23, mais le Rwanda, pour ceux qui ne le savent pas, ne peut pas vivre sans le Congo. Le Rwanda ne peut pas tenir 24 ou 48 heures, pour ne pas dire une semaine, avec des frontières fermées, avec des relations coupées, sans le Congo. Le Rwanda ne peut pas vivre. C'est une guerre de pauvreté ou c'est une guerre de fortune, d'argent. Ce n'est pas une guerre pour une idéologie quelconque, ce n'est pas une guerre pour la démocratie dont ils réclament, ce n'est pas une guerre pour quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt une guerre de pauvreté, une guerre de misère, une guerre d'argent. C'est vraiment la faute du Rwanda aujourd'hui si la situation est telle qu'elle? Non, mais écoutez, dire la faute du Rwanda ou la faute, c'est notre faute d'abord, nous Congolais. C'est de notre faute. Parce que si Kabila est au pouvoir aujourd'hui, entre guillemets, ce n'est pas seulement pour, que dirais-je, par rapport à la protection du Rwanda, c'est plutôt par rapport à l'apport aussi, au soutien, à la protection de certains Congolais que nous sommes. Donc ce n'est pas nécessairement la faute du Rwanda. Le Rwanda constate simplement un vide juridique, ou plutôt un vide politique, qui constate qu'il n'y a rien en face. Et il profite de la situation. Ce n'est pas la faute du Rwanda, mais c'est la faute du Rwanda. Mais au départ, c'est de notre propre faute, à nous, Congolais. C'est de notre faute. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients. Il y a l'inconscience, hein, il y a la négligence, il y a aussi des turpitudes qui nous incombent. Donc nous sommes fautifs à 100% de cette situation aujourd'hui. Les Congolais aujourd'hui, il suffit de petits riens pour changer d'avis, de petits riens pour considérer ou déconsidérer des choses. C'est de notre faute. Vous, les hommes politiques, parce que vous avez su au départ, ou si peut-être vous n'étiez pas avertis, comment on est arrivé à ce que M. Joseph Kabila dirige la République démocratique du Congo? C'est de la haute politique, mon cher ami. C'est de la haute politique, comme c'est de la haute finance, c'est vrai. Il est arrivé, la plupart des gens croyaient effectivement que c'était le fils Kabila. C'est quand même pas un royaume, le Congo. Non, ce n'est pas un royaume. Et alors, comment le fils est arrivé? Par surprise, les gens ont été, que dirais-je, animés par ces sentiments. De dire, voilà, il est mort, bon, ben voilà, le fils peut peut-être... Non, c'est ces sentiments qui nous jouent les tours aujourd'hui. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait gouverner à part ses fils. On ne peut pas dire qu'il y avait personne d'autre, les gens, il y en a toujours des têtes. On ne peut pas compter combien de têtes il y a aujourd'hui, des têtes capables. Alors, ils étaient où pour prendre le pouvoir? On se rend compte que ce garçon, c'était un irresponsable. Mais dites-moi, M. Sagedi, ils étaient là. Pourquoi ils n'ont pas pris les pouvoirs? Dites-moi. Je ne suis pas dans le secret de l'armée. Politicien. Non, bien sûr, mais je ne peux pas vous dire ce que je n'oserais pas dire. Je ne sais pas vous dire pour quelles raisons ils n'ont pas pris. Mais je vous dis ici que le soutien que Kabila a, ou plutôt le pouvoir qu'il a, est aussi, entre guillemets, un pouvoir dont les Congolais ont donné. Parce qu'il n'a pas pris le pouvoir comme ça. Il y a des Congolais qui ont aussi collaboré, ce qu'on appelle des collabos aujourd'hui. Il y a plein de collabos congolais qui le maintiennent encore jusqu'aujourd'hui au pouvoir. Et la situation est telle qu'elle aujourd'hui que le président, enfin, il est là maintenant et il va négocier. Êtes-vous pour ou contre toutes ces négociations? Je vais vous dire une chose. Ce que nous attendons, c'est plutôt un gouvernement d'union nationale qui serait présidé par le président Étienne Tshisekedi Ouamoulambo. Un gouvernement qui serait présidé par Étienne Tshisekedi, qui sortirait. Un gouvernement de transition, bien sûr, qui doit être, que dirais-je, un gouvernement
du peuple afin de pouvoir organiser les choses. C'est un gouvernement, bien sûr, comme je viens de le dire, des transitions. Kabila n'a plus aucune légitimité aujourd'hui. Il ne peut plus négocier sur quoi que ce soit, aucun dossier. Il ne peut plus rien. Oui, Kabila n'a plus aucune légitimité, comme vous le dites, mais on va arriver à un tel gouvernement. Quel est le processus que vous prenez? Il n'y a plus de légitimité à ce gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a plus de légitimité. Comme je viens de vous le dire, Kabila ne peut pas... Vous savez, lorsque ce garçon s'est présenté devant les caméras, devant le peuple congolais, après la chute des Goma, il a donné l'impression d'un enfant qui était là en train de pleurnicher par rapport à une situation. Mais lorsqu'il s'est présenté de l'autre côté, donc à Kampala, en train de sabrer les champagnes, en train de rigoler, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous sommes vraiment de bêtes. Nous sommes bêtes, nous Congolais, nous sommes bêtes. Donc aujourd'hui, le processus ou la procédure ou tout ce que vous voulez, ce n'est qu'un problème de temps. Nous attendons, comme je viens de vous le dire, un gouvernement qui serait présidé par Étienne Tshisekedi, un gouvernement d'union nationale, bien sûr des transitions, afin de récupérer la situation et organiser le pays. C'est ce que nous attendons maintenant. Vous dites que le gouvernement doit être présidé par M. Tshisekedi. M. Tshisekedi s'est dit président. Est-ce qu'il va encore vouloir devenir Premier ministre? Ne vous parlez pas de Premier ministre. Il va nommer un Premier ministre. Il est président, mais c'est lui qui nomme le Premier ministre, qui va former un gouvernement de transition pour organiser la situation du pays. Parce que c'est le seul qui soit au moins capable de le faire et non pas M. Kabila pour le moment, pour moi, pour nous, en tout cas dans l'opposition, nous ne pensons pas, même pas une minute, que ces garçons peuvent encore prétendre faire quelque chose pour le pays aujourd'hui. Et M. Tshisekedi président, et admettons qu'il prenait les pouvoirs, vous prenez quoi? Qu'il aille négocier avec le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi? Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Non, je crois que les négociations, on ne peut pas, que dirais-je, anticiper les choses. On doit d'abord commencer par là. Hein. Tout ce qu'il pourra négocier par la suite, il faudra attendre que ce gouvernement soit mis sur pied. Donc pour le moment, on attend le gouvernement d'Étienne Tshisekedi, un gouvernement de transition, comme je viens de vous le dire, qui doit être mis sur pied par le président Étienne Tshisekedi, afin de récupérer la situation du Congo. Parce qu'aujourd'hui, sans cela, ça va être vraiment le chaos. Il doit aller négocier donc avec ces pays-là. Non, non, négocier quoi? Puisqu'ils sont là, puisque c'est eux qui vous dites que c'est eux qui soutiennent la rébellion, ils sont là, ils ne vont pas quitter facilement. Hein. Non, là, on va... Parce qu'en attendant, il n'y a pas d'armée. On va trop vite à la besogne. Je disais qu'ici, il faut d'abord attendre que ce gouvernement soit mis sur pied. Dès que ce gouvernement est mis sur pied, le reste viendra. Le M23 existe parce que Kabila existe. C'est ce que vous ignorez. Vous pouvez le démontrer. Existe parce que Kabila existe. Si Kabila n'est plus là, le M23 cherchera d'une manière ou d'une autre à s'effacer. Mais il y a encore une frange de population, de notre population, qui croit que Kabila doit négocier. Parce que je suis dit, M. Kamere, qui veut des négociations, que Kabila ouvre des négociations directes avec le Rwanda ou avec le M23. Vous savez, tout ce que les gens ne pensent pas, ou tout ce que Kamere, j'ai du respect pour lui, bon, c'est pas ça le problème. Mais chercher à ce que Kabila négocie, il va négocier quoi? Il va négocier l'intégration de tous les M23 qui ne sont d'autres que les CNDP datant des Kunda Batouare, pour les remettre encore dans des postes ou dans des fonctions dans les institutions du pays, militaires, civils et consorts, qui sont partout. C'est ce qu'ils demandent quoi? Et en plus, les mixages, brassages qui ont été faits il y a quelques années, ça a démontré que c'était un fiasco parce que les militaires du CNDP ou M23, tout ce que vous voulez, ne veulent pas se mélanger, ils ne veulent pas être disséminés partout. Ils préfèrent rester dans un coin où ils peuvent tenir encore tête. Cette région, c'est une région presque, que dirais-je, martyrisée. On ne contrôle plus rien. Le Kabila ne contrôle rien du tout dans cette partie-là de l'Est. Alors, il va négocier quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'il va négocier. Il va négocier des coupés, des découpages. Il va négocier quoi? La rétrocession, il va négocier quoi? L'accord de l'Émirat ou j'en passe? Qu'est-ce qu'il va négocier aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez parlé de Bosco Ntaganda. Pourquoi ce genre, est-ce qu'ils ont des dossiers, pourquoi ils ne sont pas déferlés au CPI? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que cela montre que y a la justice à deux vitesses. Quand je parle de justice à deux vitesses, donc justice internationale à deux vitesses.
critiquer le CPI. Ce n'est pas normal qu'on puisse traquer les gens, hein, d'autres personnes qui ont commis des bavures ou qui ont commis des crimes contre l'humanité, comme on dit, et que Bosco Tanganda ou Kunda Batouare soient toujours libres. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Syrie. Hein, la Syrie, ou plutôt les opposants, l'opposition syrienne est en train d'être choyée. Hein. On est en train d'organiser, de donner des moyens militaires, financiers et tout. Mais l'opposition congolaise, on n'en veut pas. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple vous suivra, vous les politiciens? Parce qu'on a vu en Tunisie ce qui s'est passé. Il a suffi de rien. Il a suffi que quelqu'un s'immole pour que le peuple suive. Et il y a eu ces renversements des situations. Mais chez nous, il y a même aussi un martyr. Il y a un enfant qui s'est immolé. Mais jusque-là, le peuple, apparemment, il ne suit pas. Pourquoi? Oui, c'est un problème de conscience. Mais à un certain moment, le peuple suivra. Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Je ne veux pas citer les noms des gens ici, au Parlement ou partout. Mais en 98, on ne demande pas que ça se passe comme ça s'est passé en 98. Ce n'est pas ça la solution. Mais à un certain moment, lorsque les choses vont se mettre en place, finalement, le peuple finira par accepter. Parce que c'est un problème de culture. Pour ne pas dire de culture politique. Vous comprenez? Donc c'est vrai qu'il y a des situations qu'on peut comparer et d'autres qu'on ne peut pas comparer. Mais ici, nous sommes en train de dépiécer, pour ne pas dire d'émietter notre pays, nous-mêmes, par notre propre faute. Les députés nationaux qui demandent qu'on double leur salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, le problème des salaires, comme je crois que c'est pas vraiment... on n'est pas d'humeur à pouvoir parler des salaires des gens, parce que ce qui se passe dans notre pays, lorsqu'on sait qu'un directeur atteint à peine 70 dollars ou 70 000 francs congolais, j'en passe, les militaires qui ne parviennent même pas à se battre simplement parce qu'ils n'ont pas de meilleurs salaires que les députés. Alors, si doubler les salaires des députés pour faire quoi? Parce que c'est cette démocratie-là... C'est pour ne pas être corrompu. Oui, mais corrompu pour faire quoi? Un député, il a quand même un rôle. Quel est le rôle d'un député? C'est d'avoir beaucoup d'argent? Défendre le peuple, comme ils disent. Non, je crois que cette question ne mérite même pas une réponse pour le moment. Je ne crois pas, non. Mais alors, aujourd'hui, à Bruxelles, il y a eu une marche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a encore... on doit continuer à marcher ou alors c'est fini pour les marches? Non, je crois que le pays a besoin de tous ses enfants, tous ses fils et filles. Le Congo, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, a besoin de tous ses enfants. Et chacun de ses enfants doit apporter une petite pierre à sa manière. Que ce soit des marches, que ce soit des déclarations, que ce soit des sit-ins, que ce soit des rébellions ou des manifestations, toute forme de révolte. La prise d'ambassade. Mais c'était une bonne chose. Qu'est-ce que vous croyez après tout? L'ambassade, l'ambassade appartient à qui? Au Congo. Donc si les Congolais se battent entre eux, c'est que dirais-je, ils veulent réfléchir dans leur propre ambassade, ce n'est que légitime. Ils disent qu'il ne fallait pas marcher sur l'administration. Ça a des conséquences sur... Ce n'est pas la première fois que les Congolais entrent dans cette ambassade-là. Et je crois que si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un ambassadeur qu'on appelait Moutamba. Il a été aussi assiégé. Qu'est-ce que vous reprochez à l'ambassade? Non, il n'a pas fait appel. C'est ça que je vous l'ai dit. Il n'a pas fait appel à la police. Parce que c'est un endroit, c'est la parcelle, ou plutôt l'ambassade, c'est une, que dirais-je, une portion du Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, on est entre nous, laissez-nous. Et l'affaire était finie. On a parlé, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, cet ambassadeur qui réclame des représailles ou qu'on amène des gens en prison, on se pose bien des questions. De savoir, est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire? Moi, je condamne. Fermement. Donc, vous êtes pour la prise de l'ambassade? Mais la prise de l'ambassade, comme je viens de vous dire, que nous devons réagir d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'acte ou l'action que les Congolais posera aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au pays, nous devons l'encourager. L'ambassade, c'était une action, une très très bonne action, mais je condamne plutôt l'appel à la police, hein, l'appel des ambassadeurs ou des diplomates congolais vers la police de ce pays. Ça, je condamne. Et alors, Monsieur Saïdi, pour terminer, alors, qu'est-ce que vous avez un dernier mot pour les gens qui nous suivent à Kinshasa?
et dans tout le monde entier. Non, je crois que pour ceux qui nous suivent, surtout nos compatriotes, ils doivent savoir que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que nous recevons des coups de fil de partout, des emails, des coups de fil de partout, même des villages lointains pour demander, que ce soit pour les Minerval, que ce soit pour les soins de santé, hôpitaux, que ce soit pour les mariages, pour les baptêmes, que ce soit pour n'importe quoi. C'est toujours les gens de la diaspora qui doivent envoyer. Il y a des agences partout, des transferts de fonds aujourd'hui au Congo, parce que le Congo n'existe pratiquement plus, financièrement parlant ou économiquement parlant. Donc c'est maintenant qu'il faut revoir les choses. Pour nous, de l'opposition, pas nécessairement de la diaspora, nous disons que c'est assez pour M. Kabila, il doit partir. Donc c'est cette logique qu'ils doivent rester, ou plutôt avoir cette logique dans leur tête, que le président actuel, entre guillemets, ne peut plus rien pour eux. Il ne peut plus rien pour eux. Voilà.